les États-Unis se disent préoccupés par l'éventualité d'une potentielle frappe nucléaire russe en Ukraine. Selon le New York Times, le sujet est discuté en Russie. L'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la planète selon un rapport de l'ONU publié quelques jours avant le lancement de la COP27. Les expérimentations se multiplient en Europe pour tester la semaine à 4 jours. Londres mène la plus grande expérience au monde sur cette question. Les États-Unis se disent de plus en plus préoccupés quant à une potentielle frappe nucléaire de la Russie. Selon le New York Times, des militaires russes de haut rang auraient discuté récemment du moment et de la manière d'utiliser en Ukraine une arme nucléaire tactique. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré mercredi que la principale priorité était d'éviter une guerre entre puissances nucléaires qui aurait des conséquences catastrophiques. Moscou a toutefois rappelé que la doctrine nucléaire de la Russie prévoyait un recours strictement défensif à l'arme nucléaire en cas d'attaque menaçant l'existence même de l'État russe. Mais Washington juge ces déclarations irresponsables. Nous n'avons aucune indication concrète montrant que la Russie se préparerait à en faire usage. Mais tout cela nous préoccupe profondément et il serait aussi irresponsable de la part de Vladimir Poutine d'en parler ainsi. Il serait tout aussi irresponsable pour nous de ne pas prendre au sérieux ces informations ou tout autre renseignement que nous examinons. Depuis l'intervention russe en Ukraine, Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables ont plusieurs fois fait des déclarations plus ou moins voilées évoquant un possible recours à l'arme nucléaire. Le continent européen se réchauffe plus vite que le reste de la planète. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Organisation météorologique mondiale auquel a participé l'Institut d'observation de la Terre Copernicus. Entre 1991 et 2021, un réchauffement d'environ plus 0,5 degrés a été enregistré par décennie en Europe. Et l'impact de ces températures est visible notamment au niveau des glaciers alpins qui ont perdu en moyenne 30 mètres d'épaisseur entre 1997 et 2021. Leur fonte s'accélère d'année en année et touche des secteurs situés à des altitudes de plus en plus élevées. Autre phénomène extrême, de plus en plus inquiétant, les incendies. L'année 2021 a été très intense, notamment dans le pourtour méditerranéen. Les incendies ont surtout eu des conséquences localement en touchant durement la Grèce, l'Espagne et l'Italie. Plus de 5500 km² sont partis en fumée au cours de l'été 2021. Après la saison chaude, les pluies ont été dévastatrices dans certaines parties du continent avec des tempêtes et des averses soudaines, plus fréquentes et plus intenses. La saturation et l'artificialisation des sols a amplifié le problème, la terre ne pouvant pas absorber ces excédents d'eau. Mais ce rapport pointe aussi une bonne nouvelle. Dans l'Union européenne, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 31% entre 1990 et 2020. La Pologne installe depuis ce mercredi des barrières en barbelés à sa frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad. Varsovie soupçonne la Russie de vouloir faire passer des migrants par cette frontière pour déstabiliser le pays. En 2021, déjà, la Pologne avait fait face à une vague migratoire à sa frontière avec le Bélarus, vraisemblablement orchestrée par Minsk, allié de Moscou. J'ai la conviction que c'était un plan écrit au Kremlin pour déstabiliser la Pologne et nous empêcher de soutenir l'Ukraine. D'abord, ils voulaient déstabiliser la Pologne. Puis ils ont attaqué l'Ukraine. Les soldats polonais ont une bonne expérience. Ils ont défendu la frontière polono-bélarusse. Je suis convaincu qu'ils défendront aussi notre frontière du côté de la région de Kaliningrad. Le ministre polonais de la Défense voit d'un mauvais œil la décision de la Russie de lancer des vols depuis l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient vers Kaliningrad. Lors de la vague migratoire de 2021, des milliers de demandeurs d'asile, principalement issus du Moyen-Orient, s'étaient retrouvés coincés entre le Bélarus et la Pologne sous des températures parfois glaciales. Varsovie avait fait installer cette barrière sur 180 km. Humanitaires et politiciens britanniques le décrivent comme une bombe à retardement.
Le centre d'accueil pour migrants de Manston dans le Kent est bien au-dessus de ses capacités d'accueil et le désespoir est grandissant. Prévu pour accueillir 1600 personnes pour une durée maximale de 24 heures, il en comportait 4000 lundi. Le gouvernement de Londres est vivement critiqué pour sa mauvaise gestion de cette situation humanitaire urgente, alors que ces 3 derniers mois, beaucoup d'enfants et un grand nombre sans accompagnateur ont été logés dans des hôtels plutôt que dans des familles d'accueil. Selon la chaîne d'information britannique Sky News, sur les 1300 enfants placés, plus de 200 étaient introuvables fin octobre. De nouveau aux manettes du ministère de l'Intérieur, Suella Braverman a été fustigée par l'opposition pour avoir considéré que ces arrivées représentaient une invasion des côtes anglaises. Le peuple britannique mérite de savoir quel parti est sérieux dans sa volonté de stopper l'invasion de notre côte sud et quel parti ne l'est pas. Quelques 40 000 personnes sont arrivées sur la côte sud rien que cette année. D'autres centres d'accueil du sud-est de l'Angleterre sont sous pression. L'un d'entre eux a été attaqué à Douvres le week-end dernier. Le suspect, un Britannique originaire du nord-ouest de Londres, serait arrivé seul et aurait lancé plusieurs engins incendiaires avant de se donner la mort. Une nouvelle façon de voir le travail. En Europe, le débat autour de la semaine de 4 jours n'est pas nouveau, mais les expérimentations se multiplient. Commençons par le Portugal. Ce mercredi, le gouvernement a proposé aux employeurs et aux syndicats que le secteur privé teste le modèle pendant 6 mois, sans réduction de salaire, avec le soutien seulement technique, mais pas financier de l'État. L'objectif de la semaine à 4 jours, c'est un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et le succès du test est écrasant en Islande, où 1% de la population est passé de 40 à 35 heures de travail hebdomadaire, 4 jours par semaine. Les burn-out et les congés maladie ont chuté et la productivité dans certains cas a augmenté. Selon Eurostat, seuls 5 pays de l'Union européenne ne dépassent pas les 40 heures par semaine. La Lituanie, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas et la France. Mais c'est le Royaume-Uni qui mène la plus grande expérience au monde sur cette question, basée sur le modèle 100-80-100, 100% salaire, 80% temps, 100% productivité. L'expérience a débuté en juin, dure 6 mois et concerne 3300 salariés. L'initiative est menée conjointement avec la plateforme mondiale 4-Day Week qui a mené des études sur le sujet. Les conclusions qu'elle présente ne se concentrent pas uniquement sur le bien-être du travailleur. 46% des entreprises affirment avoir maintenu les niveaux de productivité et 49% garantissent que ceux-ci se sont améliorés. En Belgique, les horaires sont maintenus, mais vous pouvez choisir de travailler 4 ou 5 jours. L'Espagne a commencé à mettre en œuvre un projet pilote après l'échec de Telefónica. Les employés du géant des télécommunications ont rejeté la semaine à 4 jours qui entraînait une réduction des salaires. Une condamnation à perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle, c'est la peine dont a écopé Nicolas Cruz. Il était jugé pour le massacre qu'il a commis en 2018 dans son ancien lycée de Floride. Âgé de 20 ans à l'époque, il avait tué 14 lycéens et 3 adultes au fusil semi-automatique. Nicolas Cruz a échappé à la peine capitale toujours en vigueur dans cet État du sud des États-Unis. La cour d'assises de Paris a condamné l'ex-commandant libérien Kunti Camara à la prison à vie pour des exactions pendant la première guerre civile au Libéria. L'homme a fait régner la terreur dans le nord-ouest du pays au début des années 90, perpétrant ou laissant faire des crimes barbares, viols, tortures. Kunti Camara avait été arrêté en région parisienne en 2018. La France a rendu un hommage national à Pierre Soulages dans la cour carrée du Louvre à Paris. Le peintre français a disparu il y a une semaine à l'âge de 102 ans. En présence de la veuve de l'artiste, de ses proches, des membres du gouvernement, le président Emmanuel Macron a célébré le talent de Pierre Soulages, connu pour ses tableaux aux nuances infinies de noir.